Alors tu peux me dire quel est le problème ici, sur ce qu'on voit? Alors le problème, c'est un des premiers auxquels j'ai été confrontée en venant travailler ici. J'ai des personnes, des propriétaires de forêt, qui sont venus me contacter en me disant nous on veut retrouver notre parcelle et on aimerait y faire des choses quoi. Alors premier hic, retrouver la parcelle. Ici on a des forêts qui sont ni très riches mais ni non plus complètement ingrates. On a pas mal de choses, on a des chênes, des hêtres, des tilleuls, des érables. Potentiellement on peut faire des choses. Sauf qu'ici, vous allez avoir sur une surface comme ça parfois plusieurs dizaines de propriétaires. Donc là on peut se dire que ce caillou c'est une borne. Voilà, il est bien amarré ou en tout cas il bouge peu. On peut soupçonner que c'est une borne. Et en moyenne les gens ici ils ont des parcelles d'une dizaine de mètres de large. Donc entre la pierre où je me trouvais à là où je me trouve maintenant. Elles vont parfois faire une centaine de mètres de longueur. Et vous regardez, déjà retrouver exactement d'où elle part et où elle va, ça reste compliqué. Ici les limites sont assez artificielles. Elles ont été tracées de manière formelle. Elles se sont multipliées avec les successions. Des personnes qui avaient des grandes parcelles et 4 héritiers, ils ont pu les couper en 4. Donc bon an mal an, on se retrouve avec des parcelles qui veulent plus rien dire sur le terrain. Et le problème ici, c'est que quelqu'un qui se retrouve avec une parcelle comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben en soi, pas grand-chose quoi. Il a quelques arbres par-ci par-là. Et puis surtout, ce qui lui manque vraiment, c'est on va dire une approche de massif, une approche collective qui lui permet finalement de faire de la forêt, de la vraie forêt, de la forêt qui ait du sens quoi. Donc là, toi, les gens qui t'ont contacté, en gros, toi, ton job ici, ça serait d'essayer qu'ils se mettent d'accord entre eux pour essayer d'avoir un projet commun sur toutes leurs parcelles forestières. Ça, c'est l'idéal. Donc tu m'as parlé là tout à l'heure un des objectifs là, c'était aussi que les chemins d'accès soient plus faciles pour les camions ou les tracteurs. Le biais, si tu as des mauvais chemins, c'est que ceux qui viennent, ils se disent c'est tellement galère que je ne vais pas me retaper ça tous les 10 ans. Donc plus tu fais des chemins de bonne qualité, plus finalement la gestion sera régulière et douce quoi. Donc ici on a un chemin qui était peut-être un chemin qui était à l'époque adapté à soit de tout petits engins, soit éventuellement même à l'époque encore des bœufs ou des mules quoi. Sauf qu'à l'heure actuelle, le fait est que l'exploitation elle se fait avec des tracteurs forestiers pour lesquels il faut une largeur de 3-4 mètres idéalement et avec si possible un terrain important. Sauf qu'un propriétaire seul, il ne pourra jamais financer ça. Clairement. Donc encore une fois, s'ils ne se mobilisent pas, s'ils ne se mettent pas à plusieurs pour faire un projet collectif qui satisfasse tout le monde et en plus qui soit efficace et puis payé par tout le monde, partagé, ça se fera jamais. Clairement, ça se fera jamais. Là devant nous, on a des gros arbres. C'est quoi ces gros arbres-là? Alors ça, ce sont des épicéas. Ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils ont été un peu implantés en fait. C'est pas leur zone de prédilection. On est un petit peu trop bas en altitude. C'est plus un montagnard. Donc ici, c'est un des propriétaires qui a mis ça là, qui a planté ça. Lui. C'est ça. Alors, peut-être pas le propriétaire, peut-être bien son grand-père. D'accord. Mais on va dire que ça appartient à une personne, ce groupe d'arbres là. Ce groupe d'arbres appartient à une personne. Idéalement, dans une forêt comme ça, quand tu as de la surface, tu peux te dire de faire de la sélection, d'en piocher quelques-uns qui sont les plus dominés ou ceux qui ont des problèmes sanitaires, des choses comme ça, laisser la place à des arbres plus vigoureux ou qui sont des semenciers. Sauf qu'ici, comme on a déjà dit, c'est très loin de tout. Tu as une toute petite parcelle et là, avec ceux qui sont là-bas, tu as à peine de quoi remplir un camion de bois. Et en fait, le camion de bois, c'est un peu l'unité en dessous de laquelle personne ne se déplace. Donc le propriétaire, finalement, il a un choix assez binaire là. Soit il coupe tout, soit il laisse.
Et idéalement, si on pouvait éviter ce tout ou rien, ce serait bien. Voilà. Donc pour éviter le tout ou rien, ça serait, on en revient au regroupement des propriétaires pour prendre un peu des arbres un peu partout, mais qui en restent toujours. C'est ça. Si par exemple, un même propriétaire ou 3 autres propriétaires ont la même problématique à 200 mètres, on peut se dire, tiens, on en prend 4 ici, on en prend 2 là-bas, on en prend... Et puis bon an, mal an, on se fait un petit lot, qui pourrait intéresser quelqu'un. Ça ne résout pas le problème du chemin, quoi, puisque même lui, s'il se dit bah, je coupe mes arbres, il a le chemin là, il n'a pas de chemin pour accéder facilement à ses arbres. Donc il est tout seul, il ne peut pas faire le chemin tout seul lui, quoi. Voilà, lui c'est vraiment le plus éloigné. Ouais. Et il est à la croisée des chemins. Parce qu'il est très loin là, le camion là. Si un camion il vient à combien de... 1,5 km. Ah ouais, donc ça fait une sacrée distance pour venir couper les arbres et les emmener, quoi. Quand on sait qu'idéalement il faudrait que ce soit à moins de 500 mètres, si possible, pour donner un peu une échelle. Donc là, on voit une des fameuses limites de propriété. Hein. Ouais, alors là c'est du petit bonheur quand on a des limites aussi claires et certaines que celle-là. Bon, bah là on a la borne comme on en fait rarement. Ça y est, dans le granit, on peut pas vraiment se tromper. Et puis alors le piquet a probablement été rajouté par le propriétaire. Il a mis de la belle peinture rouge bien permanente. Et en plus tracé un petit sillon pour délimiter. Oui, il a le souci de sa limite de propriété. Il a le souci de sa limite de propriété. Et là, on retrouve la patte du même propriétaire. Ouais, donc on voit l'autre ligne, donc c'est vraiment petit, quoi. Donc, hein, ouais, et encore là, c'est plus que 10 mètres. C'est une des plus grandes quand même. C'est peut-être une des plus grandes, ouais. Alors ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là Alors ce projet, il est vraiment c'est-à-dire c'est balbutiement. Oui, ça fait à peu près 3 ans que j'ai eu les premiers contacts de personnes qui voulaient faire des choses, retrouver leur parcelle et y faire des choses. Il faut avoir une impulsion locale de personnes qui signent éventuellement une pétition pour solliciter notre aide, quoi. On ne vient pas en terrain conquis, encore une fois. Donc l'idée, en premier lieu, c'est de définir la zone, définir un peu un périmètre, au départ élargi, hein, quitte à le restreindre un peu, du massif qui est contraint aux freins qu'on a pu voir, quoi. Le morcellement, la desserte un peu trop longue, voilà, des peuplements très diversifiés, qui peut être une force d'ailleurs. Et donc c'est le premier point. Ensuite, faut présenter le projet. Donc créer une réunion de présentation, puis ensuite des groupes de travail avec les propriétaires qui sont intéressés. Le projet, l'intérêt, c'est que les gens se l'approprient, travaillent dessus. Au moins qu'on leur laisse la possibilité de travailler dessus. Voilà. Plus les gens vont s'intégrer au groupe de travail, vont faire des propositions, être force de proposition pour des options dans le projet, plus le projet sera logique et intégré. Alors après, c'est beaucoup de boulot parce que on va faire des projets, il va falloir les chiffrer, il va falloir éventuellement les modifier, faire de la cartographie, des relevés de terrain évidemment. Et puis ensuite, l'idée, c'est de donner une existence légale à ce regroupement de propriétaires par la création d'une association. Et puis aller chercher, et donc ça c'est le début, je dirais encore. Ensuite il faut aller chercher des subventions, puis faire une enquête publique, faire les travaux, etc. Et donc sur ce périmètre qui a été défini, qui finalement part par là, ensuite derrière et encore de l'autre côté, on est sur quelque chose comme 180 hectares et en termes de propriétaires, à peu près tout autant. Ouais. Voilà. Donc tu as du monde à contacter, quoi. J'ai du monde à contacter. Et ceci depuis plusieurs années. Ouais, j'ai du monde à contacter, j'ai du monde à
à conseiller. J'ai du monde à retrouver Ouais, aussi, ouais. aussi, ouais, parce que du coup, Ouais, le cadastre, il faut trouver les propriétaires. ouais, le cadastre n'est pas toujours à jour. D'accord. Et donc, ouais, c'est du travail. Ici, on a un élément supplémentaire, c'est qu'on est dans une zone naturelle qu'on va appeler Natura 2000, c'est un zonage environnemental. C'est une zone dans laquelle il y a des habitats un petit peu particuliers qu'on a ciblés comme étant prioritaires, des habitats ou des espèces. Donc, il va falloir redoubler de vigilance dans le projet parce qu'on va éviter de dénaturer des zones intéressantes, on va éviter de couper des connexions écologiques entre deux zones d'intérêt dans lesquelles il y a des circulations, des flux. On va éviter tout ce genre de choses, on va garder vraiment l'intérêt écologique de la zone au maximum. Et tout ça, ça demande d'étudier un petit peu les différentes options qui existent. Ça demande de faire éventuellement des inventaires de faune, de flore, etc. C'est quoi les trucs particuliers qu'il y a ici, là, dans... Alors, Pour que ça soit en termes classé. d'espèces Ouais, pour que ça ou soit, comme tu d'habitat. dis, classé en Natura 2000, Alors là, ça là, serait quoi le site Natura 2000, il comprend, il s'appelle le site Natura de la Petite Montagne, donc il est très grand, je crois. Il doit faire 38 000 hectares, donc c'est plusieurs dizaines de communes. Donc c'est pas les 38 000 hectares complets qui sont forcément hyper intéressants, mais globalement sur l'ensemble de ce site, tu as des boisements forestiers intéressants. Tu as aussi pas mal de cavités, des grottes, un réseau de grottes. C'est une zone qui est globalement intéressante pour les pics, pour les rapaces, C'est quoi, les pour pics? les chauves-souris. Les pics, c'est Un oiseau? un oiseau. D'accord. C'est un groupe d'oiseaux. Voilà. Pour les chauves-souris aussi, il y a plus de la moitié des espèces françaises de chauves-souris qu'on arrive à retrouver sur la zone. Ok. Et en sachant que toutes les espèces de chauves-souris en France sont protégées, sont des espèces protégées. Voilà. Donc t'es pas au bout de tes peines, quoi. Pas au bout de mes peines, C'est un travail de très longue haleine, quoi. c'est un travail de longue haleine qui Oui. peut prendre, on va dire, ça dépend des endroits, mais entre 4 et 8-10 ans, ça peut dépendre. Entre le tout début, la pétition, et la création de travaux et la coupe du ruban de peser. C'est quoi là? C'est la table du roi Arthur, là? Ouais, c'est ça, on dirait, mais version plein air, quoi. C'est pour la. D'accord. C'est la salle d'été. C'est celle de Merlin, celle-là, dans sa forêt. C'est peut-être celle de Merlin. Il y a un petit côté druidique ici, où on imagine bien Excalibur planté au milieu. Donc c'est quelqu'un qui l'a posée, là, alors, cette pierre, là? Alors, quelqu'un qui l'a posée, peut-être pas tout seul à la force de ses bras, mais ouais. Enfin, c'était mis là, quoi, on va dire. Ça a été mis là, ouais. C'est pas une curiosité géologique. Alors, salut. Salut. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en forêt, exactement? Ouais, alors qu'est-ce que je fais en forêt? Moi, j'essaye d'aider les propriétaires forestiers privés. Moi, je travaille pour eux, avec eux, pour les accompagner vraiment dans la tenue de leur propriété forestière. Donc c'est du conseil qui va, du conseil, on va dire, de base. Ça va être des conseils très pointus sur des projets, je sais pas, sur des questions fiscales par exemple. Ça peut être vraiment de tout. Ça peut être aussi des questions techniques, sylvicoles, tout ça. Et moi, j'essaye d'accompagner les gens dans toutes leurs attentes qui concernent leur forêt, quelle qu'elle soit. Tu travailles à ton compte ou tu travailles dans un organisme? Tu travailles dans une entreprise? Moi, je travaille dans un établissement public qui est en charge de la propriété privée en France, le CRPF. Et donc, CRPF, ça veut dire quoi? Le Centre régional de la propriété forestière. D'accord, ok. Et qui va essayer d'aider le propriétaire, le petit, le grand, les accompagner. Alors après, nous, on a des thématiques un petit peu inhérentes à notre département. Tu travailles où là? Moi, je travaille dans le Jura. Voilà. D'accord. Un joli département qui est plein de diversité si on se place d'un point de vue forestier. Et on va aussi essayer de les aider à se regrouper. On va aussi être force de formation, enfin, en leur proposant des formations, des réunions de vulgarisation sur des thèmes forestiers. On va aussi s'occuper, d'agréer tout ce qui est, alors ça devient un petit peu technique, mais documents de gestion durable, tout ce qui est un petit peu des
des planifications de ce qu'ils vont faire dans leur forêt sur les 10 à 20 ans à venir. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est de fournir du bois à la filière bois, aux scieries, je sais pas. C'est quoi? C'est parce qu'ils ont du mal à le faire Alors, la loi prévoit que schématiquement, si un propriétaire a plus de 25 hectares de forêt, il doit se munir ce qu'on appelle un plan simple de gestion, qui est un petit document qui va tout simplement décrire un petit peu sa forêt, les objectifs qui sont les siens dans cette forêt, et planifier ce qu'il prévoit d'y faire sur les années à venir. Ce plan de gestion, il n'est pas gravé dans le marbre, hein, en fonction de comment les choses évoluent, il peut être modifié. Et ça permet effectivement pour la filière d'avoir une visibilité sur ce qui est mobilisable dans l'avenir. Quand tu parles de choses mobilisables, c'est les arbres qui peuvent servir à la voilà. filière. C'est surtout des arbres, mais là, si on se place d'un point de vue filière bois, effectivement, les PSG les plans simples de gestion vont inciter aussi à faire des exploitations dans des forêts qui ne seraient pas forcément, on va dire, dynamisées sans ça. Mais ça peut être aussi des choses complètement différentes. Un propriétaire sur son domaine peut avoir des thématiques de chasse et ça peut être son objectif principal. Ça peut être des objectifs de protection, ça peut être même plusieurs objectifs à la fois. Et est-ce que ce qui est proposé correspond à toutes les fonctions qu'on veut donner à la forêt? Donc les fonctions sociales, les fonctions environnementales, les fonctions économiques. Voilà. Est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Et on essaye au maximum de faire coller les attentes du propriétaire et puis ce que va dire aussi la loi dans certains secteurs, etc. Voilà. On ne peut pas tout faire partout, mais globalement, le propriétaire a quand même pas mal de champs d'action dans ses propriétés. Tu m'as parlé de propriétaires de forêts privées, ça sous-entend qu'il y a d'autres propriétaires, et toi c'est pas pareil, quoi. Là, tu t'occupes pas de ceux-là. En France, ça va être un petit peu différent selon chaque pays, mais en France, ça a une grande part de la forêt qui est privée, donc près des 3/4. Donc ça fait une grande partie quand même, malgré tout, et qui représente plus de 3,5 millions de propriétaires. Et donc, en sachant que la forêt, c'est à peu près le tiers de la surface française, ben, la forêt privée représente quand même un grand parti du territoire. Et ces propriétaires ont des droits et des devoirs, mais on ne peut pas demander à ces 3,5 millions de personnes d'être forestiers et d'être en parfaite connaissance de la filière qui est quand même un petit peu complexe et de tout ce que ça sous-entend. Donc on est aussi là justement pour pouvoir leur proposer une aide, quoi. Donc tu es censé avoir du travail, quoi, normalement. Je suis censée avoir du travail, mais après on n'arrive pas à toucher 3,5 millions de personnes, ça serait un petit peu... Ok. Et donc voilà, donc tu as affaire avec les propriétaires privés, toi, c'est ça? Voilà, les propriétaires publics vont être sont les communes ou éventuellement l'État. Eux vont être plutôt en lien avec l'ONF, l'Office national des forêts, qui va s'occuper de gérer leur forêt. Voilà. Très bien. Donc nous, on est sur la partie obscure de la force. Je sais pas. Et sinon, ça fait combien de temps que tu fais ça alors? Alors, ça fait bientôt 6 ans que je travaille en forêt privée dans le Jura. Ça fait 6 ans que tu travailles dans la forêt ou tu as fait... J'ai fait d'autres choses avant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la forêt alors? C'est quoi pourquoi la forêt, quoi? Pourquoi la forêt? Grande question. Il y a un petit peu de... Tu es originaire du Jura là ou... Moi je suis originaire de Haute-Savoie. D'accord. Une montagne un peu plus grande de l'autre côté du lac. Okay. Et la forêt, l'un dans l'autre, elle a toujours fait partie un petit peu de mon univers. Alors je ne l'avais pas forcément théorisé comme telle, hein, mais moi j'habite en montagne dans un village, la forêt est à 2 pas, j'ai passé toutes mes après-midi à y faire des cabanes ou chercher des champignons. C'est un petit peu cliché comme ça. Mais quand j'ai dû trouver ma voie, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient vraiment. Et puis, comme
Indiana Jones, c'était déjà pris. Tu t'es dit, bon, bah allez. Voilà, bah, du coup, j'ai choisi la forêt. Non, D'accord. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui Ouais. m'intéressaient, effectivement. Mais tout ce qui était sciences naturelles et nature m'ont toujours intéressée. Et au fur et à mesure, ça s'est imposé comme quelque chose d'évident. Et quand j'ai commencé un peu à creuser la question, bah, c'est devenu de plus en plus évident que j'y avais ma place et que je me plaisais bien, quoi. Donc c'est un petit peu une part un petit peu de hasard, mais pas complètement, c'est pas complètement fortuit, quoi. Voilà, ça s'explique Tu bien. t'es formé alors pour faire ça? Tu as Oui. fait quoi? Alors moi Fait une école? j'ai fait une école forestière en Haute-Savoie, D'accord. qui est donc c'était un BTS agricole de gestion forestière. D'accord. Et donc en 2 ans, j'ai complété avec un autre BTS plus environnemental, enfin basé un petit peu plus sur l'environnemental, parce que j'avais une petite sensibilité écologiste, naturaliste, Ouais. qui a toujours été un petit peu en moi, quoi. D'accord. Voilà, qui m'a permis Euh, d'ouvrir un peu le spectre. et donc, bon, tu es confronté là depuis plusieurs années au travail, quoi, là. Mm. Et tu t'attendais à ça? Comment tu perçois ton Euh, travail là, actuel que tu es en train de faire là, quoi? ouais, je sais pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, je, j'ai toujours voulu faire un métier où j'avais l'envie de me lever le matin et où je ne serais pas regarder ma montre tous les 5 minutes pour savoir quand je pouvais partir. Et pour ça, je pense que je ne suis pas déçue parce que on travaille quand même dans un cadre qui est génial, quoi. Le bureau, c'est la forêt. Donc, je pense que, pour moi, c'était une des choses les plus importantes. Après, quelles étaient mes attentes? J'avais toujours un petit peu peur, moi, de ne pas être à la hauteur. Puis finalement, ce dont on se rend compte, c'est que au début, on ne se sent pas légitime. Puis notre légitimité, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai acquise au fil du temps. oui, sur le tas, en te Ouais, confrontant au ouais, travail, quoi, aux c'est ça. gens. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste assez formateur, voilà, et qui me permet de gagner en compétences dans plein de domaines. Pas forcément toujours que strictement technique, mais ça peut être aussi de l'humain, des choses comme ça. Et donc très très enrichissant. D'accord. Et du coup, au fil du temps, on se dit qu'on n'est pas si légitime et pas si mauvais, pas moins mauvais que les autres en tout cas. Voilà. Donc ça te plaît toujours, quoi. C'est quelque chose Ouais, la forêt, ça te plaît, quoi. ouais, ça me plaît. D'accord. Je pense que c'est Ok. un bon univers, quoi. Et donc là, on parle plutôt de ton métier, là, de ce que tu fais actuellement, mais plus généralement, ça représente quoi la forêt? C'est quoi pour toi dans ton imaginaire ou Ouais. voilà, il y a ton travail, je Mm. comprends bien, mais plus largement, bon, je pense que c'est lié si Ouais. tu es venu en forêt. Ouais. Mais c'est quoi pour toi la forêt, Ouais. je sais pas, la forêt idéale ou J'ai la chance de ne pas cloisonner ma vie. Du coup, j'ai la chance de ne pas être dégoûtée de la forêt sur mon temps perso. Donc, ouais, j'arrive t'es encore jeune, donc ouais. voilà, t'es encore. Ouais. J'arrive encore à aller en forêt avec un œil, on va dire, neuf et émerveillé et sans me dire, oh là là, boulot. Et ça, c'est une chance. Et du coup, tout ça parce qu'à mon avis, la forêt, ça représente pas juste un outil de travail, mais beaucoup de choses. C'est à la fois un peu un refuge pour moi, ça a toujours été un peu une zone de refuge quand j'avais un peu des tempêtes familiales, personnelles, à l'école, tout, ça a toujours été un peu une zone où je me ressourçais. Et puis c'est une zone qui m'inspire, c'est je sais pas, des endroits qui m'inspirent, où je me ressource. Puis la forêt, c'est toujours un petit peu cliché, mais c'est un peu une source pour moi, quoi. C'est la base de beaucoup de choses. Ça fait partie de ma vie de manière intégrante, quoi. Tu t'y sens bien, quoi. En Ouais, général, après, il y a des forêts qui ouais. m'appellent plus que d'autres. D'accord. Et c'est là que je trouve ça bien, c'est que les forêts qui m'appellent ne sont pas forcément les plus belles forêt d'un point de vue, on va dire, si on reste juste sur des critères professionnels de boulot. Voilà. D'accord. Une Ouais. forêt
toute rabougrie peut être aussi inspirante pour moi qu'une belle futée cathédrale qu'on pourrait considérer un peu plus comme une belle forêt. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on a la chance d'avoir un sacré panel de forêts très différentes, à des ambiances très différentes. Rien que, bon, déjà dans le Jura, mais en France aussi, ouais. Et on trouve toujours la forêt dans laquelle on se sent bien. Enfin, pour moi, j'arrive toujours à trouver la forêt dans laquelle je me sens bien. Ok. Euh, et comment tu vois l'avenir de la forêt, là, dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir comment tu vois ça, là, dans le Jura? Toi, tu travailles dans le Jura, tu connais les forêts du coin. J'ai quelques inquiétudes parce qu'on ne vit pas forcément des temps évidents. Enfin, le monde forestier ne vit pas forcément des temps évidents parce qu'on est un peu à une période charnière, j'ai la sensation. Enfin, moi, rien qu'en moins de 6 ans de carrière, j'ai vu déjà des choses évoluer très rapidement qui normalement ne devraient pas se voir à l'échelle d'un forestier, je pense. Les temps charnières, je pense notamment d'un point de vue climatique. Et là, sur les 3 derniers étés, on a eu des températures extrêmes, des sécheresses inhabituelles, des choses comme ça, des feux de forêt, des choses auxquelles les forestiers du coin ne sont pas forcément habitués. Et ça engendre pas mal de problèmes en cascade derrière, alors des problèmes sanitaires, écologiques, et puis du coup de fait aussi économiques un peu derrière, enfin un peu même beaucoup derrière. Et la filière est un peu en émoi, et des fois c'est difficile de ne pas se laisser toucher par ces émois-là. Après, je pense que j'ai quand même beaucoup foi en la forêt en termes d'entité, dans sa capacité à être résiliente. Enfin, pour moi, on parle souvent de comment on veut façonner la forêt de demain. Alors, je pense que le forestier est en droit et a raison de se poser cette question parce qu'on veut continuer à concilier des objectifs, notamment économiques. Le matériau bois, on en a besoin et on en aura, je pense, encore longtemps besoin. Et heureusement, c'est un beau matériau, un matériau noble, je trouve, vivant. Mais donc forcément, si on veut continuer à pouvoir concilier cet enjeu-là, il faut qu'on intervienne en termes de comment on redirige ou redéfinit la forêt qu'on veut voir. Mais je pense que sans ça, la nature, elle trouvera la solution d'elle-même. Enfin, pour moi, j'ai assez foi en ça. Et je pense que la nature a une grande capacité d'adaptation, de régénération. Et j'essaye quand même de me concentrer aussi là-dessus, quoi. La forêt, elle reviendra peut-être sous une forme différente de ce qu'on connaît, mais elle sera là, quoi. Après, ce qui m'inquiète, si on regarde d'un point de vue plus mondial, ouais, il y a des choses qui sont un peu inquiétantes sur des déforestations, des grands incendies comme en Australie ou en Amazonie ou des choses comme ça, ou en Sibérie aussi, mais je pense qu'on n'est pas, on est encore en France un petit peu préservé de ces choses-là. On a une forêt qui est belle, qui est riche, et avec des gens qui travaillent dedans et qui ont du savoir-faire et qui savent faire de belles choses. Donc je pense qu'on n'est quand même pas la forêt la plus à plaindre, et je pense qu'il faut réussir à garder cette richesse-là et cette chance-là, quoi. Voilà. Okay. Et je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Bah, il y a de l'espoir au moins. Oui, c'est ça qui est bien. oui, non, il faut. Tu es jeune, donc tu as encore de belles années devant toi pour la forêt. On aura peut-être une forêt, on aura peut-être une carrière différente de ce qu'on a imaginé à la base, mais c'est pas grave, il y a plein de défis à relever. Enfin, c'est pas grave, je sais pas, mais il y a plein de défis à relever, et du coup, c'est intéressant d'en faire partie. Ok. Voilà, Ouais, tous ces défis-là. Bah écoute, merci d'avoir bien voulu participer à cette chaîne. Avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt alors. Et bien à bientôt, avec plaisir, en forêt. La forêt, je pense que c'est une école. C'est une des meilleures écoles qui soit, et on y apprend beaucoup. Moi, j'y apprends beaucoup, et je pense qu'elle force à l'humilité. Moi, mon souhait, aussi bien pour l'homme que pour la nature, ce serait que chacun puisse réussir à considérer la forêt comme non pas comme
un empilement d'arbres indépendants chacun l'un de l'autre, mais vraiment comme un tout, comme un ensemble hyper complexe, encore plein de mystères, mais en même temps qui est bourré d'interconnexions. La Terre avec une majuscule, et à la fois à personne et à la fois à tout le monde, et c'est à chacun d'en prendre soin. Voilà. Donc il y a une phrase qui dit que les forêts précèdent les peuples et les déserts leur succèdent. Et ben on peut essayer de faire en sorte qu'après nous, les forêts nous succèdent. Voilà, ce serait une chouette chose, je pense.